Je suis ravi de retrouver Bernard Accoyer, l'ancien président de l'Assemblée nationale. À quoi jouent Nicolas Sarkozy et Alain Juppé qui se sont vus hier rue de Miromesnil? Est-ce que c'est une sorte d'accord sur le dos de François Fillon? Non, je ne crois pas. Ils se rencontrent, c'est tout à fait normal. Nicolas Sarkozy est un ancien président de la République. Alain Juppé se donne actuellement pour sauver l'UMP, qui est dans une passe particulièrement douloureuse, difficile, et qu'ils se parlent, qu'ils échangent, ne peut être que positif pour notre famille politique. Mais avec quel intérêt? Enfin, c'est quoi? C'est des questions sur la gestion justement de l'affaire Pygmalion pour demander à Nicolas Sarkozy si finalement il était au courant des facturations extravagantes qu'on retrouve ce matin dans le Canard enchaîné. C'est ça? C'est de l'information ou c'est un accord politique? Rapprocher la campagne de Nicolas Sarkozy de la situation critique financière et de l'UMP et de l'affaire Pygmalion, c'est le scénario de défense, la tactique de défense de Pygmalion. Donc, rappelons ce qu'il en est. Mais maintenant, encore une fois, que ces deux hommes qui ont créé pour Alain Juppé l'UMP, qui ont incarné un président de la République issu de l'UMP, pour Nicolas Sarkozy se parle, c'est heureux, c'est une bonne chose. Mais est-ce que vous considérez ce matin que l'un des deux candidats de la droite, c'est ou l'un ou l'autre? Non, il y a plusieurs candidats qui peuvent se présenter à la primaire à l'UMP, qui se tiendra en principe en 2016. C'est une certitude qu'ils peuvent être plusieurs. Mais est-ce que ce sera pour vous, dans votre souhait, dans votre cœur, dans votre parcours politique, Juppé ou Sarkozy? Aujourd'hui, je n'ai pas encore arrêté mon choix. Nous sommes en pleine réflexion programmatique. Et je voudrais d'ailleurs qu'elle aille plus vite, qu'elle soit plus profonde, qu'elle s'échange davantage avec les Français, avec les militants, avec les sympathisants. Et puis, en fonction de ce programme, en fonction de celui ou de celle qui voudra l'incarner, le porter pour 2017 avec le plus de détermination, dans le sens que je crois le meilleur pour notre pays, eh bien, j'afficherai mon choix définitif. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les électeurs de droite, les parlementaires de droite et, disons, les dirigeants de la droite, c'est-à-dire vous êtes plutôt sur un programme Fillon pour la droite que sur un programme Juppé plus, disons, centriste? Parce que le programme présenté par Fillon ce matin, dont on vient de parler avec Guillaume Tabar sur Radio Classique, c'est vraiment un programme libéral version Thatcher, quoi. Plus d'ISF, plus de 35 heures, changement du droit du travail, etc. etc. Est-ce que c'est le programme que vous souhaitez? Je répéterai deux choses. D'abord, l'UMP a l'exigence d'avoir dans ses rangs ceux qui se baptisent la droite forte et dans ses rangs des centristes. Autrement, l'UMP n'a plus de logique. L'UMP a vocation à éviter que reste face à face d'une part la gauche, le Parti socialiste, et l'extrême droite. Ça, c'est l'exigence pour la formation. Après, pour la sensibilité du programme lui-même, personnellement, je pense que la France, beaucoup de Français, et en tout cas le gouvernement actuel, considèrent que la France est dans une boule de verre, alors que nous sommes dans un monde ouvert, où il faut libérer le travail, l'initiative, l'investissement, détaxer l'investissement productif. C'est un programme qui, effectivement, s'inscrit dans cette libération. Fillon a-t-il raison? Je parle du programme. Sur ce point, oui. Donc le programme qu'il présente ce matin, qui est un programme libéral, version Thatcher, c'est celui qui vous va. Oui, n'exagérons rien. On n'en est pas à licencier des fonctionnaires. Mais je vous dis une chose, c'est que si on ne réforme pas maintenant, on arrivera, c'est-à-dire si on ne se met pas à travailler davantage, si les services publics n'augmentent pas leur temps de travail, si on ne libère pas le temps de travail dans les entreprises, eh bien, nous en arriverons un jour où se posera la question d'un certain nombre de licenciements dans des emplois qui sont aujourd'hui protégés, ce qui est une bonne chose. Est-ce que vous avez le sentiment que Nicolas Sarkozy va se présenter à la présidence de l'UMP? Ça, c'est l'expérience. C'est ce qu'on lit dans la presse. Je ne l'ai pas vu depuis un certain temps. On ne peut pas. Vous y êtes favorable ou pas? C'est sa liberté. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit pour lui la meilleure des choses. C'est un homme d'État. Il redeviendrait un homme de parti, dans un parti qui est confronté à une crise financière, à une crise morale. On va y revenir. Et donc, ça n'est pas, je pense, donc vous n'êtes pas le meilleur des parcours pour lui. Vous n'êtes pas favorable à ce qui se présente? Mais s'il me demandait mon conseil, je le lui donnerais dans un sens défavorable. Pourquoi? Pour des raisons judiciaires? Oui, la situation de ce parti, il faut qu'il reste au-dessus, qu'il affiche ses convictions profondes, un cap général, mais qu'il n'aille pas se confronter au quotidien d'un parti en immense difficulté. Pardonnez-moi, je reviens parce que j'aime bien insister. Je reviens à la question du début. Vous êtes certain qu'il n'y a pas une sorte d'accord Juppé-Sarkozy qui serait fait sur le dos de Fillon, finalement? Non, je ne le crois pas. De toute façon, ce n'est pas le caractère d'Alain Juppé de faire des alliances, les alliances, ils n'ont pas signé un papier, évidemment. Secrets, c'est pas du tout le. Enfin, ils en ont forcément parlé. Je ne sais pas.
Absolument pas. Je pense que les sujets sont quand même multiples sur le plan de la situation de l'UMP pour qu'ils aient eu de quoi s'occuper. Question. Vous avez, semble-t-il, tout le monde le raconte ce matin, volé dans les plumes de Jean-François Copé hier dans une réunion donc importante de l'UMP qui a abouti à la suspension de Jérôme Lavrieux. Pourquoi? C'était une réunion à huis clos, mais je vais vous dire ce que j'ai dit, qui n'est pas une agression caractérisée contre une personne, et en particulier contre Jean-François Copé. J'ai simplement rappelé, c'était à la réunion du groupe UMP le matin, que Christian Jacob avait à gérer une situation qui était le résultat d'une dérive pendant que Jean-François Copé présidait le groupe UMP. Une dérive qui est archi-classique d'ailleurs en politique, avec la création d'emplois de cabinet nombreux au groupe, c'est-à-dire une inflation de salaire, une procédure un peu solitaire de choix des dépenses, de prestataires... Oui, c'est une agression contre Copé. Arrêtez de tourner autour du pot. C'est une agression contre la gestion de Copé. Non, je dis que quand vous dépensez plus qu'il n'y a de recettes pendant quelques années, vous aboutissez à une crise, et la crise, nous sommes dedans. C'est ce qui s'est passé. Mais qui en est responsable? Copé. Je ne suis pas en train de quand on préside un groupe ou un Parce parti que là, vous faites politique, le gentil ce matin, j'ai amené les journaux partout, il paraît... Quand on préside un parti, un groupe, quand on est responsable d'une entreprise, on est évidemment responsable des dérapages des uns et des autres, des dérapages financiers. Et donc, si vous voulez me dire que le responsable des dérapages financiers et politiques et de la confusion à partir de 2010 entre le groupe et le parti, c'est la responsabilité du président qui était Jean-François Copé, ben oui, c'est une évidence. Mais alors, il l'a fait pourquoi? Parce que c'est ça le mystère. Tout le monde tourne autour de cette affaire-là. Ça devait être son mode de fonctionnement et qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait. Alors, ça voudrait dire qu'il ne suivait pas les dépenses qui étaient supérieures aux recettes et qu'il faisait des résultats déficitaires. Quand on est dans la majorité, c'est préoccupant parce que les dotations des groupes sont prévues afin que les groupes puissent garder leur personnel quand ils passent dans l'opposition, et que leur parti perd les élections. Mais il y a deux hypothèses quand même, je regarde mes notes, qui sont quand même importantes, Bernard Accoyer, dans cette affaire-là. Il y a deux solutions. Soit cette campagne a coûté une fortune et personne n'a osé dire à Nicolas Sarkozy, même s'il s'en doutait, que ça allait mettre par terre les finances de l'UMP. Première solution, c'est celles qui sont les adversaires de Nicolas Sarkozy qui tiennent ces propos. Et l'autre version, c'est la version de Fillon. Finalement, autour de Copé, il y a eu une mafia où tout le monde s'en est mis plein les poches sur le dos de cette campagne. Quelle est la version qui est la vôtre? Ce que j'observe, c'est que ceux qui ont conduit les comptes du groupe à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'entourage, les très proches de Jean-François Copé, à une situation négative, financièrement catastrophique, même si heureusement il y avait beaucoup de réserves qui ont permis d'éviter trop de licenciements, mais il y a eu des licenciements en 2010. Ceux-là même ensuite sont passés pour une partie d'entre eux au parti UMP, et pourquoi n'aurait-il pas, en tout cas c'est une question qu'on peut se poser, mis en œuvre les mêmes pratiques de clientélisme avec un fournisseur de prestations qui s'appelle Big Malion, dont on a vu, alors la presse, en particulier le Canard, parlait hier de sommes gigantesques. Je ne prends jamais les publications du Canard pour argent comptant, mais cela justifie, en particulier pour le groupe, un audit sur la 13e législature. Il faut que toutes ces choses-là soient transparentes. Donc la version entre les deux que je vous ai soumise, c'est plutôt non pas les dérapages de la campagne de Nicolas Sarkozy, même s'ils ont évidemment eu lieu, mais c'est plutôt la version d'une mafia où des gens se seraient servis. En tout cas, ce qui est factuel, que l'on sait... Mafia, le mot a été prononcé par François Fillon. Je ne l'ai jamais employé, je ne l'emploierai pas. C'est la même chose. Employé. Et ce que je dis, c'est qu'il y a eu des dérapages constatés aujourd'hui au groupe, que ces dérapages peuvent très bien, et se sont certainement produits à l'UMP. Alors après qu'ils aient été justifiés par Big Malion, ou l'avocat de Big Malion, ou par Monsieur Lavrieux, comme étant la conséquence d'un autre événement étranger, qui est la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, ça c'est la tactique de défense de Big Malion. Autre sujet qui nous retient ce matin, c'est parce que tout le monde le sait, vous êtes médecin, vous êtes ORL, et vous vous intéressez beaucoup à l'Assemblée, puisque vous êtes en train de constituer un petit groupe de travail là-dessus, aux questions scientifiques. Comment prenez-vous ce matin les décisions totalement contradictoires qui ont été données à propos du cas Lambert? C'est-à-dire...
D'abord, ce que j'essaye de faire avec des collègues de droite et de gauche, c'est de constituer une association, j'espère qu'on ira plus loin, avec des scientifiques de tous bords, de toute discipline, pour essayer de défendre la vérité scientifique, la formation et la culture scientifique. On voyait récemment, en particulier Cédric Villani, médaille Fields en mathématiques, qui disait son désarroi, enfin son inquiétude vis-à-vis de ce qui se passe à l'égard de la science dans notre pays. Maintenant, sur la faute l'affaire... de qui, ça? Oh, ça, c'est une tendance très lourde. Alors, vous m'avez dit une fois, c'était la faute de Chirac qui a été marabouté par Nicolas Hulot. Alors, non, ça, c'est la question, ça, c'est entre autres choses. Ça, c'est le principe de précaution. Et il est vrai que dans le groupe avec lequel je vais travailler, évidemment que le principe de précaution est un frein à la recherche, à l'innovation. Je vais employer un mot délibérément vulgaire, parce que vous avez été marabouté, vous aussi, par Chirac. Oui, j'ai été marabouté par Chirac. C'était une connerie, cette affaire-là. Qui avait été marabouté par Nicolas Hulot avec le principe de précaution. Bon, le principe de précaution... il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le principe de précaution, en fait, est détourné, mais c'était inévitable de ce qu'il voulait faire. C'est un principe pour l'environnement et on le met à toutes les sauces. Les décisions que sont prises ce matin concernant Vincent Lambert, qui n'a plus de vie sauf artificielle, plus de vie cérébrale, est-ce que tout ça est scientifique ou pas? Alors, il y a effectivement un jugement raisonnable. Il y a évidemment l'appréciation scientifique des experts qui sont unanimes à dire que son cas est irréversible, qu'il est désespéré, qu'il n'y a plus de vie en termes humains, en termes de sensibilité humaine, que c'est seulement une vie végétative. Et puis, il y a le ressenti d'une partie de sa famille qui, naturellement, n'accepte pas ce verdict scientifique. Point de vue. Alors, j'y arrive. Il y a en France une loi Leonetti qui prévoit la gestion de ces situations. Elle est insuffisamment connue, elle a encore à être perfectionnée, et d'ailleurs le président de la République a demandé à Jean Leonetti d'en améliorer certaines dispositions. Le problème, en l'occurrence, vient du fait qu'une partie de la famille est pour l'arrêt de l'acharnement thérapeutique et qu'une autre partie est contre. Donc la justice a été saisie, une instance a dit et on il faut décide de rien décider. Soins. Après, l'appel dit... ou plutôt le Conseil d'État dit il faut arrêter les soins, mais le jour même, la juridiction supérieure, c'est-à-dire la juridiction européenne, je vais y arriver, dit non, attendez que nous ayons jugé au fond. Je ne doute pas de ce que dira la juridiction européenne qui dira qu'il faut cesser les soins. Merci en tout cas Bernard Accoyer d'être venu ce matin. Je rappelle que vous avez été président de l'Assemblée nationale et donc vous êtes médecin. Nous avons parlé donc de cette affaire qui se retrouve à la une de très nombreux journaux ce matin. L'autre grand titre de l'actualité, c'est le match de la France contre l'Équateur ce soir. Bonne journée à vous. Merci.